21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République reçoit les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel, présents à Nouakchott dans le cadre de la 3e réunion annuelle du G5 Sahel. Le Conseil des ministres approuve le projet de loi constitutionnelle relatif à la révision de la Constitution du 20 juillet 1991 et ses textes modificatifs. Saad Hariri, nommé Premier ministre par le président libanais après avoir recueilli la majorité des voix du Parlement. Merci Madame, Monsieur de joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu cet après-midi en audience les chefs d'état-major des forces armées des pays membres du G5 Sahel, actuellement à Nouakchott, dans le cadre de la 3e réunion annuelle ordinaire du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel. L'audience s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 20 juillet 1991 et ses textes modificatifs. Mohamed Lamine Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 20 juillet 1991 et ses textes modificatifs. Conformément aux résultats du dialogue national inclusif du 29 septembre au 20 octobre 2016, le présent projet de loi constitutionnelle vise à supprimer le Sénat. Dans ce cadre, il abroge dans la mesure qui convient les dispositions constitutionnelles qui impliquent explicitement ou implicitement cette institution. Corrélativement à la suppression du Sénat, le présent projet de loi constitutionnelle vise à promouvoir un nouveau cadre de représentation des populations à travers la création d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales appelées à servir d'outils de promotion et de planification du développement à l'échelon régional. Il prévoit par ailleurs d'autres amendements constitutionnels tendant à accentuer le caractère patriotique et à améliorer le fonctionnement des institutions de la République. Il s'agit en l'occurrence de la modification du drapeau national, de l'introduction du contrôle des lois par voie d'exception, de la constitutionnalisation du Haut Conseil de la fatwa et de recours gracieux en place du Haut Conseil islamique et de la médiature de la République, du remplacement de la Haute Cour de justice par une formation de l'ordre judiciaire et enfin de l'ajout des questions environnementales aux attributions du Conseil économique et social. Quant aux autres symboles de l'État, notamment l'hymne national, une loi sera prise pour y apporter les changements nécessaires. Le Conseil a également examiné et adopté un projet de décret portant concession provisoire de 3 terrains à Nouakchott Sud, Nouakchott Nord et Nouakchott Ouest au profit de la société mauritanienne de gaz. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et le ministre de l'Économie et des Finances ont présenté les 2 communications conjointes suivantes. Communication conjointe relative aux résultats du recensement des logements administratifs à Nouakchott. Communication conjointe relative au régime et modalités de cession de parcelles à usage d'habitation et de commerce dans les villes et regroupements à l'intérieur du pays. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté une communication relative à la politique nationale d'alimentation scolaire. Cette communication définit le rôle des cantines scolaires dans l'évolution du système pédagogique et présente le document de politique nationale d'alimentation scolaire. La politique nationale d'alimentation scolaire pose les jalons d'un programme multisectoriel d'alimentation scolaire orienté vers la consommation de plus de produits locaux dans un souci d'amélioration de la participation scolaire, de développement cognitif et des résultats des élèves. Enfin, le Conseil a pris les 2 mesures individuelles suivantes. Ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, établissement public, Office national de la médecine du travail, directeur général, Dr Mustafa Ould Qazouani, directeur adjoint, Dr Tidjani Cheikhna.
Les résultats du Conseil des ministres, particulièrement le projet de loi relatif à la révision de la Constitution du 20 juillet 1991, ont été largement commentés, d'abord par le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Mohamed Eminoul Cheikh, qui s'est appesanti par la suite sur le projet de décret et les communications approuvées par le gouvernement. Ensuite, le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Batia, a pris la parole pour apporter plus d'éclaircissements sur la révision de la Constitution qui a fait auparavant l'objet de modifications en 2006 et en 2012. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence de presse à la fin de ce journal. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, des prix ont été attribués aux lauréats de la compétition nationale pour la créativité, l'entrepreneuriat et les technologies. 3 prix étaient en compétition, mais un seul a été retenu par le jury pour avoir dépassé le seuil de 50 points sur 100. Abdoul Adamaba nous en dit plus. Un premier prix d'un montant d'1 million d'ouguiya a été attribué conjointement aux lauréats Via Woul Kreikep et Mayram Mintbedi. Le deuxième et troisième prix n'ont pas été remis parce que les projets n'ont pas pu atteindre la note minimum de 50 sur 100 exigée par le jury de 5 membres en charge de l'organisation de cette compétition. Ce concours national pour la créativité a été mis en place afin de stimuler les capacités créatives des jeunes. L'importance de la connaissance pour un développement économique harmonieux a été rappelée. Mais dans cette dynamique de ces changements, beaucoup de pays commencent à miser sur la connaissance. C'est la connaissance, que cette connaissance est une richesse, elle est inépuisable, elle est infinie. Et là, j'ai donné des exemples sur des pays. Le seul pays au monde qui a un ministère de l'économie de la connaissance, c'est la Corée du Sud. C'est le seul pays qui a un ministère de l'économie de la connaissance. Et c'est normal. Quand on regarde ce qu'ils investissent en recherche et développement, en termes de pourcentage de PIB, c'est énorme. C'est le premier pays qui investit, je pense, plus de 3% de son budget dans la recherche et développement. La connaissance, c'est une chose, c'est de l'ingénierie, c'est de la connaissance. Il suffit de faire les plans, de faire tout le réseau. Du côté des partenaires, certains aspects de la coopération ont été évoqués. À cet égard, à l'occasion de ce 5+5 à Marseille, a été validé un calendrier de réunions ministérielles dans différentes thématiques. Et je note à ma grande satisfaction que la Mauritanie accueillera 2 formats en 2017 de 5+5. Un qui concerne et qui intéresse certainement Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, celui dans le domaine de l'éducation et la formation professionnelle, et un autre qui intéresse probablement la Chambre de commerce et d'industrie. Non, c'est pas exclusif, hein, pardonnez-moi. Un dans le domaine du transport. Donc Nouakchott sera à l'honneur en 5+5 en 2017. Le duo qui a été primé a mis en place une application qui facilite le transport à Nouakchott et offre des facilités pour se déplacer dans la ville par une meilleure connaissance et localisation des différents endroits de la capitale. Je vous le disais en début de ce journal, la 3e réunion annuelle ordinaire des chefs d'état-major du G5 Sahel s'est tenue ce matin au Palais des Congrès. Le G5 Sahel regroupe, outre la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Niger. Cette 3e réunion annuelle a également vu la participation de la délégation de l'état-major des armées françaises et une autre de la force Barkhane. Les travaux ont porté sur la dynamisation des mécanismes de coopération existants entre les pays du groupe et leurs partenaires dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et l'adaptation de l'action du groupe avec les exigences de la phase actuelle ainsi que les développements ultérieurs qui interviennent dans ce domaine. Et nous avons ce soir sur ce plateau un invité. Il s'agit du commissaire divisionnaire Sidi Oulbab Al-Hassan, directeur de la Sûreté de l'État. Vous le savez sans doute dernièrement, des informations ont circulé relatives à des préoccupations d'ordre sécuritaire dans notre pays. Nous avons donc cherché à en savoir plus sur cette question. Monsieur le commissaire divisionnaire, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'en est-il justement de ces informations faisant état de craintes d'ordre sécuritaire ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala nabiyyi al-Karim. Il ne fait aucun doute que l'opinion publique a été, au cours des dernières semaines, ces dernières semaines, influencée par certaines rumeurs émouvantes sur la sécurité
public alimenté par des partis étrangères et certains milieux de presse électronique et de l'espace virtuel. Et la réalité de certaines de ces séminaires, incontestablement, est qu'il n'y a aucun fait pouvant affecter la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit en tout d'une rumeur qui pourrait le plus attirer l'attention de l'opinion publique locale et que aller jusqu'à qualifier certaines zones de Nouakchott de dangereuses sur le plan sécuritaire. Il ne pourrait aller au-delà de ce qu'on pourrait décrire comme une tentative d'agression apportée sur une ressortissante française qui n'a donné lieu aucun viol ni menace réelle sur la vie de l'intéressé. Selon les médecins qu'il a constaté, les médecins légistes qu'il a constaté et qu'il a attesté qu'il ne présente aucune trace du tout de viol. Pour discerner les contours de cette affaire, les autorités sécuritaires compétentes ont aussitôt ouvert une enquête sur l'affaire en dépit de l'absence de coopération de la part de cette ressortissante française avec les parties en question, avec les parties de l'enquête. Cette Française qui a peu de temps après quitté le territoire national dans des conditions étranges, obscures et pour des raisons inconnues, était en possession d'une arme blanche et d'une lame de rasoir qu'elle a dissimulée dans ses vêtements. D'autres informations circulent concernant la distribution de porte-clés utilisés dans des opérations de vol et de terrorisme. Qu'en est-il? Cette rumeur n'a aucun fondement en réalité. Nous avons ouvert une enquête pour déterminer la source de cette rumeur qui a largement affecté l'opinion publique nationale et qui a influencé aussi la tranquillité et l'équité des citoyens mauritaniens. Nous déterminons, Inch'Allah, dans le plus vite possible, la source de cette rumeur inquiétante et nous tranquillisons nos concitoyens que cette rumeur n'a aucun fondement en réalité. Enfin, quelle évaluation générale faites-vous de la situation sécuritaire dans notre pays? Non, je dois dire encore que l'influence, les rumeurs qui ont influencé aussi la sécurité et la tranquillité de nos citoyens pendant les semaines passées et qu'il y a une seconde source de rumeurs. Des rumeurs est relative à l'arrestation de 3 individus qui étaient suivis depuis une certaine période et qui ne sont pas d'office en mesure de mener des attaques contre des entités nationales ou étrangères, ni de point de vue physique, ni moral, ni même de moyens matériels. Les individus que nous avons arrêtés, précités, qui ont été arrêtés, soumis à l'enquête par la suite, avaient en leur possession des équipements, des outils primitifs et ne pouvant en aucun cas constituer des dangers ou des menaces pour quiconque. L'origine peut-être de ces craintes révélées par certains sites électroniques serait probablement l'activité de certains de ces détenus sur les réseaux sociaux, ce que nous voulons confirmer clairement, sans équivoque, ni ambiguïté, que notre pays jouit de la sécurité et de la tranquillité et que depuis plus de 5 ans, aucun acte terroriste n'a été commis sur toute l'étendue du territoire national contre un citoyen mauritanien ou un étranger résident. Et je dois dire que nous avons arrêté ces 3 individus depuis la semaine dernière, constituant un groupe de malfaiteurs et dirigé par ce qu'on peut dire un détraqué mental qui préparait avec un matériel primitif
qui n'a en réalité aucun lien avec un matériel d'armement ou un matériel qui peut nuire à la sécurité de quiconque. Merci beaucoup, monsieur le commissaire divisionnaire Sidi Ould Babal Hassan. Je rappelle que vous êtes directeur de la Sûreté de l'État. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Dr Tayyib Bekouche, était ce matin l'hôte de l'instance judiciaire du Maghreb arabe. L'occasion pour le président de cette instance, Maître Seyid Ould Ghailani, de faire découvrir à son hôte le siège de cette institution judiciaire maghrébine avant d'avoir avec lui une séance de travail. Salim Majbour Salem. Le secrétaire général de l'Union des Maghreb arabes a visité tour à tour les locaux du secrétariat permanent de l'instance, ses salles d'audience, de délibération et sa bibliothèque. Visite effectuée en compagnie du président de l'instance judiciaire de Lima, M. Seyid Ould Ghailani, entouré de ses collaborateurs. À chaque étape, un arrêt et des explications fournies à M. Tayyib Bekouche par les responsables de l'instance judiciaire. Autre moment fort de ce déplacement, cette réunion de travail élargie aux membres des deux institutions. Rencontre marquée par un échange d'allocutions entre le secrétaire général de Lima et le président de l'instance judiciaire de l'Union des Maghreb arabes. M. Seyid Ould Ghailani devait d'emblée féliciter le secrétaire général qui vient d'être porté à la tête de l'organisation et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions, exprimant sa satisfaction pour cette visite qui reflète la solidité des liens entre l'instance judiciaire et le secrétariat général de l'Union des Maghreb arabes. Il devait en outre préciser que l'instance judiciaire a œuvré au cours des dernières années pour le renforcement des liens avec le secrétariat général de Lima à travers plusieurs rencontres et visites relevant justement que la présente visite s'insère dans ce cadre en vue de s'informer davantage sur ses principales missions et réalisations. M. Seyid Ould Ghailani a loué l'appui moral et matériel apporté de façon permanente par la République islamique de Mauritanie à l'instance, un soutien précieux qui a permis à l'instance de continuer de remplir sa mission et surmonter les obstacles. C'est dont s'est félicité le secrétaire général de Lima avant de remercier le gouvernement mauritanien pour ses efforts au service du renforcement de l'unité et de la solidarité maghrébine. M. Tayyib Bekouche s'est longuement attardé sur l'importance de la mission de l'instance judiciaire du Maghreb, dont il a salué le sérieux et dynamisme de l'administration, qualité indispensable pour la mise en œuvre des accords et conventions conclus au sein de Lima. L'instance judiciaire connaît les différends relatifs à l'interprétation et à l'application du traité de l'Union. Elle se prononce sur d'autres questions ou litiges soumis par les chefs d'État ou partis. Ces sentences sont exécutoires et définitives. Rappelons que l'Union des Maghreb arabes a été créée le 17 février 1989 à Marrakech, au Maroc, et qu'elle regroupe l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Nouadhibou à présent avec la tenue d'une session de formation au profit des femmes élues dans les wilayas du Nord dans le domaine du leadership, de l'égalité et de la sécurité. La formation est organisée conjointement par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, le PNUD et le réseau des femmes parlementaires. Aminata Kana. Renforcer les pouvoirs d'action des femmes et mieux les outiller pour qu'elles jouissent des mêmes droits que les hommes, c'est la quintessence de cette rencontre tenue aujourd'hui à Nouadhibou au profit de 40 femmes issues des wilayas de Dakhlet Nouadhibou, de l'Adrar, de l'Inchiri et du Tirizemor. Ouvrant les travaux de la rencontre, le wali de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Waloul Ahmed de Youra, est revenu sur l'importance de la thématique. Sur les thématiques qui seront abordées au cours de la formation, le représentant du programme des Nations Unies pour le développement s'est exprimé. Le présent atelier destiné aux femmes parlementaires élues des wilayas de Dakhlet Nouadhibou, de l'Adrar, de l'Inchiri, de Tirizemor, abordera des thématiques essentielles dont la sensibilisation des femmes sur les liens entre le développement et le leadership féminin, les femmes et la prise en compte de la dimension genre dans les objectifs du développement durable et la prévention de la violence contre les femmes et la promotion des droits.
S'exprimant au nom du réseau des femmes parlementaires, la sénatrice Yaïnda Koulibaly a indiqué en substance: nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du renforcement des capacités des femmes leaders dans le domaine de l'égalité du genre, la sécurité et le développement. On sait que dans notre cher pays, on ne peut pas nier que la condition des femmes, la reconnaissance de leurs droits, le respect de leur dignité ont beaucoup progressé, mais le combat pour plus d'égalité et de justice est loin d'être gagné. Au cours de cet atelier de renforcement des capacités des femmes leaders dans le domaine de l'égalité du genre, la sécurité et le développement, plusieurs thématiques seront abordées, plusieurs exposés seront présentés aux 40 participantes 2 jours durant. Ici à Nouakchott, il était question de valider l'étude sur l'identification du potentiel et appui à la valorisation des produits locaux. La direction de la promotion des microfinancements et de l'insertion professionnelle du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication et le PNUD sont convaincus que la valorisation des produits forestiers et non ligneux peuvent créer des richesses et aider dans l'insertion professionnelle en milieu rural. Malika Nardi. Le profil de pauvreté et les emplois précaires sont nettement plus élevés en milieu rural, d'où l'importance des travaux de l'atelier de validation sur l'identification du potentiel et appui à la valorisation des produits locaux comme levier de création de richesses et d'insertion professionnelle en milieu rural. L'atelier est organisé par la direction de la promotion des microfinancements et de l'insertion professionnelle du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et d'éthique en collaboration avec le PNUD. Son programme comprend la présentation de l'étude par l'expert qui en est chargé et son évaluation par les participants des départements ministériels concernés et des organisations de la société civile opérant dans le secteur. Le chargé de mission du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et d'éthique, M. Mohamed Suleiman Oul Heybala, a souligné que l'étude présentée revêt une importance capitale parce qu'elle traite de l'appui et de la valorisation des produits locaux et de leur rôle dans le soutien à l'économie et à la résorption du chômage ainsi qu'au relèvement du niveau de vie des populations pour limiter l'exode vers les grandes villes. Il a ajouté que l'exploitation de ces produits locaux, production, fabrication et commercialisation, contribue à la création d'un circuit économique qui ne manquera pas de se répercuter positivement sur les plans économiques et social et partant relever les conditions de vie des habitants. Le secteur de l'emploi, dit-il, a mis en place des stratégies et plans dans la création de conditions de développement intégrées qui renforcent les capacités des acteurs économiques dans le domaine de la production et de la fabrication des produits locaux. De son côté, le chargé du développement durable au PNUD, M. Limam Oul Abdawa, a loué le partenariat existant entre son institution et le gouvernement. L'objectif de ce travail, comme son titre l'indique, consiste à identifier les produits locaux qui font l'objet d'exploitation économique, collecte, transformation, vente, etc., par les populations, notamment par les femmes issues des milieux pauvres et vulnérables, pour aboutir à des propositions opérationnelles en vue de leur valorisation sous forme de projets à financer dans le cadre d'activités génératrices de revenus. Des discussions et échanges approfondis ont suivi la présentation de l'étude qui a abouti à un certain nombre de recommandations pertinentes pour en assurer son appropriation et son utilisation dans les stratégies et plans mis en place par le secteur de l'emploi. Nouvelle mobilisation de la presse en faveur de la libération de notre confrère et compatriote Ishaq Ould El-Mokhtar, kidnappé depuis bientôt 3 ans en Syrie. Plusieurs journalistes s'étaient rassemblés hier soir au siège du syndicat des journalistes mauritaniens dans le cadre de la semaine de mobilisation initiée par le comité unifié de suivi et de coordination sur le sort de notre compatriote Ishaq Ould El-Mokhtar. Ishaq, vous êtes dans nos cœurs. Voilà ce que l'on pouvait lire sur les pancartes brandies par les membres du syndicat des journalistes mauritaniens et les proches pour exprimer leur solidarité avec Ishaq Ould El-Mokhtar. Ishaq Ould El-Mokhtar, c'est ce journaliste mauritanien disparu dans des conditions obscures en 2013 en Syrie. Il couvrait le conflit syrien pour la chaîne Sky News. Il avait disparu avec son caméraman ainsi que le chauffeur qui les conduisait précisément au nord de la Syrie. Face à cette disparition contraire aux libertés de la presse, le président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Ahmed Salem Ould El-Mokhtar Salem, a tenu à témoigner au nom de la profession sa solidarité avec le disparu.
Il a en outre souligné les efforts entrepris par l'État mauritanien pour retrouver Issa el-Mokhtar. D'autres journalistes et intellectuels se sont relayés à la tribune pour exprimer leur solidarité avec le journaliste disparu. Ils ont également appelé toutes les forces vives de la Mauritanie et la communauté internationale pour la libération du journaliste et de ses compagnons. Quelques nouvelles internationales avant de refermer ce journal. Les événements s'accélèrent au Liban. Après son élection, le président Michel Aoun a nommé aujourd'hui Saad al-Hariri Premier ministre avec la tâche de former un nouveau gouvernement. Hariri devrait débuter dans les prochains jours ses consultations avec les blocs parlementaires pour former un gouvernement et la répartition des portefeuilles ministériels. Mais ce ne sera pas chose facile. Hariri devra composer avec son adversaire de toujours, le mouvement chiite du Hezbollah, dont les troupes combattent aux côtés des forces du régime dans le pays voisin. Signe des difficultés qui l'attendent lors des consultations menées par Aoun. Tous les groupes parlementaires ont plébiscité Saad Hariri, à l'exception de ceux directement liés à Damas, dont le Hezbollah. Au Pakistan, au moins 21 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés selon un premier bilan provisoire lorsque 2 trains de passagers sont entrés en collision ce matin dans une gare de Karachi. L'accident est intervenu lorsque le Zakaria Express en provenance de Multan, grosse ville de Punjab, a percuté le Farid Express venu de Lahore et stationné en gare de Juma Ghot dans l'est de Karachi. C'est le deuxième accident à cette année touchant le Farid Express. En février, le train remontant vers le nord, a heurté un van à un croisement tuant 8 membres d'une même famille. Et enfin, aux États-Unis, le suspense va crescendo au fur et à mesure de l'approche de scrutin qui aura lieu dans 5 jours, précisément le 8 novembre prochain. Jusqu'à présent, la démocrate Hillary Clinton reste en tête des intentions de vote, mais son avance face au républicain populiste Donald Trump a fondu. L'actuel occupant de la Maison-Blanche, Barack Obama, s'est chargé ce matin avec un réel enthousiasme et un plaisir évident de galvaniser les troupes démocrates dans ce qui sera peut-être l'état le plus crucial du scrutin du 8 novembre, la Floride. Le dernier sondage CBS New York Times, publié jeudi, crédite l'ancienne secrétaire d'État, 69 ans, d'un score de 45% contre 42% pour l'homme d'affaires de New York, 70 ans. Le précédent sondage, publié mi-octobre, lui donnait une avance de 9 points. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel, présents à Nouakchott dans le cadre de la 3e réunion annuelle du G5 Sahel. Le Conseil des ministres approuve le projet de loi constitutionnelle relatif à la révision de la Constitution du 20 juillet 1991 et ses textes modificatifs. Saad al-Hariri nommé Premier ministre par le président libanais après avoir recueilli la majorité des voix du Parlement. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.